Imaginez un peu, et si on découvrait que des pages entières de l'histoire des croisades, des pages cruciales, avaient été, volontairement oubliées? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en se plongeant dans les recherches fascinantes de l'historien Jamal Al-Zanki. Alors qui tenait vraiment les rênes du pouvoir? La réponse, elle a de quoi surprendre. Parce qu'on ne parle pas seulement d'un chapitre oublié de l'histoire, mais bien d'un chapitre qui a été activement, délibérément, mis de côté. Oui, on va plonger au cœur d'une époque qu'on imagine presque toujours comme une affaire d'hommes, de rois et de guerriers. Et pourtant, on va y découvrir une toute autre réalité, celle de reines au pouvoir politique immense, en plein cœur du Proche-Orient latin du XIIe siècle. Alors pour bien suivre cette histoire incroyable, voici le programme qu'on va suivre ensemble. Allez, on attaque. D'abord, penchons-nous sur ce chapitre méconnu des croisades. Qui sont-elles au juste, ces reines oubliées? Et là, c'est une citation qui frappe fort. Le docteur Al-Zanki ne dit pas seulement que c'est une histoire méconnue. Non, il va plus loin. Il suggère que cette partie de l'histoire a été, volontairement mise sous le tapis par certains historiens occidentaux. Et ça, bien sûr, ça pose une question fondamentale. Comment l'histoire est-elle écrite et par qui? Ok, donc si cette histoire a été cachée, comment fait-on pour la retrouver? C'est là qu'intervient la mission de l'historien. Notre guide dans cette aventure, c'est le docteur Jamal Al-Zanki. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un vrai spécialiste. Et c'est justement en lisant les récits habituels sur les croisades qu'il a senti qu'il manquait quelque chose, un trou béant dans l'histoire. C'est ça qui l'a poussé à aller chercher plus loin. Et c'est là que son approche devient vraiment intéressante. Parce qu'il s'est dit, un essai académique, c'est bien, mais qui va vraiment le lire? Il a compris que pour que cette histoire touche les gens, il fallait la raconter, la rendre vivante, la transformer en roman. Et voilà, c'est exactement ça. D'un côté, on a l'étude académique, souvent dense pour les spécialistes. De l'autre, le roman historique, captivant pour un large public. Son idée, c'est de faire le pont entre les deux, de transformer les données brutes en un récit qui nous parle. Son but, c'est donc de nous montrer la vraie vie politique de l'époque, mais d'une manière différente. Comment? En nous faisant entendre les voix des personnages eux-mêmes. L'idée, c'est d'être au plus près des événements, pour une objectivité maximale, tout en nous embarquant dans une vraie histoire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Parce qu'au centre de toute cette histoire, il y a une femme, une reine. Un personnage incroyable dont le destin va bousculer tout ce qu'on croyait savoir sur cette période. Cette reine, c'est Mélisande de Jérusalem. Et attention, son histoire, ce n'est pas juste un petit détail, non. C'est vraiment l'exemple le plus flagrant, le plus documenté de ce que pouvait être le pouvoir au féminin dans le royaume de Jérusalem. Et ce qui est fou, c'est que son arrivée sur le trône n'a rien d'un accident. Pas du tout. Ça a été un plan, préparé par son propre père, le roi Baudouin II. Il a pris une décision radicale pour l'époque. Ce serait sa fille aînée, Mélisande, qui tiendrait les rênes. Avant de mourir, il a même fait couronner tout le monde ensemble. Elle, son mari Foulques et leur fils Baudouin III. Un coup politique de maître. Seulement voilà, avoir la couronne sur la tête, ce n'était que le tout début des problèmes. Regardez cette chronologie, c'est une véritable saga. En 1131, Mélisande est couronnée. Très vite, une rivalité éclate avec son mari. En 1143, il meurt. On se dit, ça y est, elle va pouvoir régner seule. Et c'est ce qu'elle fait. Mais c'est sans compter sur son propre fils Baudouin III qui grandit et veut le pouvoir pour lui. Une nouvelle rivalité, encore plus intense, commence et ça se termine en 1152 quand son fils réussit à lui retirer toute légitimité. Et cette lutte avec son fils, elle est allée très très loin. La citation est assez parlante. Pendant qu'elle régnait seule, on dit qu'elle a tout fait pour que son fils, Baudouin III, ne soit pas en mesure de gouverner. Elle l'aurait même poussé à mal se comporter juste pour l'écarter du trône, alors qu'il avait déjà 21 ans. Ça montre bien à quel point elle était prête à tout pour garder le contrôle. Au final, malgré toutes ces stratégies et ces années de règne, c'est son fils Baudouin III qui a eu le dernier mot. Il a réussi à prendre le contrôle total et tout simplement à l'écarter de la vie politique. Bon, cette histoire de famille et de pouvoir est passionnante, mais au fond, pourquoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? Quelle est l'importance de tout ça? En fait, l'histoire de Mélisande, c'est bien plus qu'une simple biographie. Ça nous révèle un pan entier de l'histoire qui a été ignoré, celui de femmes souveraines puissantes. Ça nous force à revoir nos idées sur les rôles des hommes et des femmes au XIIe siècle. Ça montre aussi que la façon de raconter l'histoire peut tout changer. Et enfin, ça nous plonge dans la vie politique hyper complexe des États croisés. Bref, ça change pas mal de choses. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question qui donne un peu le vertige. Si on a pu perdre une histoire aussi incroyable que celle de la reine Mélisande, combien d'autres récits, combien d'autres personnages tout aussi puissants attendent encore d'être redécouverts dans les recoins oubliés de nos livres d'histoire?